Alors, peut-on prévoir l'imprévisible? Ici, c'est le tsunami de l'océan Indien qui s'est déclenché le 26 décembre 2004 au matin, l'un des séismes marins et tsunamis les plus meurtriers et dévastateurs connus. Il est meurtrier parce que les vagues qui sont déclenchées par le soulèvement du plancher océanique de 6 mètres, il faut s'imaginer ça, sur 1600 km, provoquent des vagues de 35 mètres de haut qui viennent s'écraser sur les côtes de l'Inde, de la Thaïlande, du Sri Lanka et surtout de l'Indonésie. 220 000 morts au bas mot, beaucoup de corps n'ont pas été retrouvés. Est-ce que cet événement était prévisible? Eh bien, en fait, les séismes, les tremblements de terre et les tsunamis sont les catastrophes naturelles les plus imprévisibles qui soient. C'est à cette époque-là que je m'engage dans l'humanitaire avec Action contre la faim. Je pars au Darfour en 2005. C'est une guerre qui a débuté depuis 2 ans, qui se terminera en 2020 par un traité de paix. Ce sont mes photos que je prends à l'époque. Ce sont des enfants qui ont été soignés et sauvés par Action contre la faim. Cette guerre a fait au bas mot 300 000 morts. C'est très difficile de savoir combien exactement. Cet événement était-il prévisible? Eh bien, en fait, assez prévisible. Les guerres sont souvent prévisibles, en fait. Les tensions ethniques entre les populations africaines et arabes du Soudan datent à minima de la fin des années 80. Je rentre au conseil d'administration d'Action contre la faim quand, en 2010, la capitale d'Haïti subit un tremblement de terre dévastateur. Ce n'était pas le premier, c'est une zone sismique. Au moins 222 570 morts, ça c'est le chiffre officiel, sans doute plus. 300 000 blessés, 1,3 million de personnes sans abri dans une ville qui compte 4 millions d'habitants. Est-ce que je suis retournée en 2015, à vrai dire, et quand je parlais aux Haïtiens qui s'étaient réfugiés sur une colline, ils me disaient qu'ils avaient vu la ville onduler sous leurs yeux. Cet événement était-il prévisible? En fait, peu prévisible. Comme je le disais, les tremblements de terre, on ne sait pas quand est-ce qu'ils vont arriver, même dans les zones sismiques. Toujours la même année, Action contre la faim, plutôt 6 humanitaires d'Action contre la faim sont kidnappés sur le tarmac de l'aéroport de Mogadiscio en Somalie. Ils resteront en détention 9 mois. Moi, je vis ça du côté de l'association. 9 mois, c'est très très long, pour eux bien sûr, pour les familles, mais aussi pour tous leurs collègues qui se demandent ce qui se passe. On comprend que pendant ces 9 mois, il y a un simulacre d'exécution, qu'une otage est séparée, leurs conditions de vie sont terribles. Ils sont vendus et revendus entre des groupes de terroristes. On arrive, c'est pas moi, moi j'étais très modestement au conseil d'administration, mais ils sont sortis de là, sains et saufs après 9 mois. Cet événement était-il prévisible? En fait, assez prévisible. En Somalie, les kidnappings, notamment d'étrangers, étaient très rémunérateurs, donc ça pouvait arriver. Je vous raconte tout ça parce que ce sont des événements qui ont marqué ma vie. Et me voilà donc au Soudan, au Darfour. Bon, j'étais plus jeune à l'époque, vous pouvez le remarquer. Mais 10 ans avant cette photo, j'étais en fait dans les fauteuils du Grand Amphi de l'ESSEC. Et quand j'étais dans les fauteuils du Grand Amphi de l'ESSEC, je peux vous dire, je n'avais pas du tout prévu, 10 ans plus tard, j'allais être au Darfour. Et entre-temps, j'avais fait 10 ans de banque d'affaires, donc finalement, un parcours assez classique. Et pourtant, la vie m'a amené là-bas. Au conseil d'administration, j'ai représenté l'association, je suis allée dans beaucoup de pays, assez difficile, le Burkina Faso, avec un autre enfant qui a été soigné. Je suis allée au Libéria, j'ai découvert ce pays, 10 ans de guerre civile, avec des conséquences un peu imprévisibles, comme beaucoup de grossesses adolescentes. La jeune maman que vous voyez là a 13 ans. Je suis allée en Éthiopie, qui est encore en guerre aujourd'hui, je suis allée au Yémen, en Irak et dans plein d'autres endroits. Et par un concours de circonstances, je me suis retrouvée, après Action contre la faim, ambassadrice de France en Ouganda. Et ça non plus, ce n'était pas complètement prévu. Ces années m'ont énormément marquée, de 2005 à 2016, en engagement humanitaire. Ça a transformé ma vie, peut-être parce que j'ai saisi l'occasion de cet engagement, que j'ai pris ce risque. Et ensuite, j'en ai tiré énormément de transformations personnelles. Mes situations imprévues, j'en ai vécu 2-3. Je vais vous raconter 2, des petites anecdotes. Quand j'étais au Soudan, on m'avait dit, vous allez voir, il y a peut-être des petits kidnappings, ou alors on peut vous voler du matériel, c'est important de les récupérer, il faut aller négocier pour récupérer le matériel. Et voilà, bien évidemment, une voiture qu'on nous vole, avec un commandeur rebelle d'une zone tenue par les rebelles soudanais du Darfour.
Et là, je l'ai au téléphone quand même, et on se dit qu'on va se rencontrer pour qu'il nous rende la voiture. Donc me voilà partie avec mon logisticien Abou Saïd. On arrive sur l'endroit, on voit la voiture, de sa bonne nouvelle. On va sans doute la récupérer. On s'assoit sous l'arbre, on palabre un peu. Et puis je parle en anglais, Abou Saïd traduit en arabe, j'explique que je veux récupérer la voiture. Le commandeur dit oui, la voiture, ça va être possible, mais pas les roues de secours. Abou Saïd, soudain, alors que je n'ai rien dit, se met à parler, puis à parler encore plus, et puis il mime des gens qui courent avec les mains au-dessus de la tête. Je lui dis, mais Abou Saïd, qu'est-ce que tu dis? Je n'ai rien dit, je ne comprends pas. Qu'est-ce que tu traduis puisque je ne parle pas? Le commandeur en face s'échauffe, et puis il y a 5, 10, 15 hommes armés de Kalachnikov qui se mettent à entourer le commandeur. Bref, je pense que je perds complètement le contrôle de la situation. Alors évidemment, j'ai peur. Je suis tétanisée même, je regarde Abou Saïd en me disant « mais il faut qu'il s'arrête de parler, il faut cesser cette escalade ». Je reprends mes esprits après avoir été tétanisée, je lui dis « écoute, tais-toi, on va laisser les roues de secours, on prend la voiture et on part ». On a pris la voiture, on est parti, ouf. L'autre situation que j'ai pu vivre, puisque l'année suivante, en 2006, je vais au Liban pendant une des guerres avec Israël, et on sait qu'il y a des bombardements, mais on est déployé là-bas. Alors on passe par Chypre, la Syrie, on traverse la Bekaa au Liban, on arrive à Beyrouth. Il est censé y avoir des bombardements, mais pendant 4 jours, il n'y a pas de bombardement, donc on travaille tranquillement, on finit par s'habituer à une situation normale. Et puis 4 heures du matin, on m'avait dit, les bombardements, il faut se mettre sous une table, il faut ouvrir les fenêtres, bref, on a des consignes, on est quand même un petit peu préparé. Mais 4 heures du matin, là, je n'étais pas préparée, et soudain, boum, boum, boum. Voilà les bombes qui tombent à 500 mètres de là où on était. Et 500 mètres, c'est pas beaucoup. Ça veut dire que quand même, on a les murs qui tremblent. On savait que ça allait arriver. Mais enfin bon, on a quand même peur, on est surpris. Et là, il s'est passé quelque chose en moi, je ne m'attendais pas, franchement, moi-même, c'est que j'ai compté les bombes. Il y en a eu 11 le premier soir. Et puis je me suis dit, si elles tombent sur moi, c'en est fini. Mais je sais qu'on m'a mis là et que je devrais normalement bien m'en sortir. Donc j'ai accepté la situation, j'ai accepté le risque et j'ai fait confiance. Et toutes ces aventures, ces situations que j'ai pu vivre, qui étaient assez extraordinaires pour moi, souvenez-vous que j'étais quand même à l'ESSEC à la base et j'ai fait de la bande d'affaires, donc il n'y avait rien qui me prédestinait à vivre ça, ça m'a fait poser cette question, y a-t-il vraiment un événement qui soit complètement imprévisible, qu'on n'a pas prévu, pas du tout imaginé? En fait, sur le quoi, on sait, on connaît les tremblements de terre, les séismes, les guerres, on connaît même les épidémies mondiales maintenant. On a même imaginé, dans l'imaginaire collectif, la culture, qu'on serait potentiellement envahi par des extraterrestres dans des films plus ou moins bons. Donc même si demain matin, on était envahi par des extraterrestres, on ne pourra pas dire qu'on n'y a jamais pensé. Donc le quoi, on a beaucoup d'imagination, on sait. Le où, on sait aussi à peu près, les zones sismiques, on les connaît, les zones où des épidémies peuvent se répandre rapidement, pourquoi pas. On peut même prévoir les pays où il y aurait des conflits armés. C'est possible. Non, ce qu'on ne sait vraiment pas, c'est le quand. Quand la Russie envahit l'Ukraine en février 2022, on pouvait se dire que c'était prévisible. Après tout, ils avaient annexé la Crimée en 2014. Mais pourtant, alors que c'est une crise faite par l'homme, on ne savait pas à quelle date cet événement allait arriver. Alors que faire face à cet imprévisible dont on connaît peut-être la nature, le lieu, mais pas la date? Eh bien, il s'agit tout de même de se préparer à l'imprévu. Et dans l'humanitaire, on se prépare à l'imprévu. On fait des stocks, on suit des traînées au cas où on serait kidnappé. On prépare des avions pour se déployer sur une catastrophe naturelle. Et même, on fait des exercices de crise pour se mettre en situation. Mais quand la crise arrive, eh bien rien ne se passe comme prévu. C'est toujours comme ça. Il y a quelque chose qui ne va pas se dérouler comme on a dit, comme on l'a prévu. Et on se révèle sur le moment. Quand la crise arrive, on peut se retrouver un peu comme moi, le lapin pris dans les phares de la voiture, tétanisé. On peut aussi se révéler un super-héros, être très courageux, comme les 2 Français qui arrêtent le terroriste dans le supermarché en Australie il n'y a pas longtemps, ou bien comme Abou Saïd qui veut absolument les roues de secours, alors que franchement, ce n'est pas le sujet. On peut prendre la fuite, bien naturel. Le danger arrive, la crise est là, j'ai peur, je fuis. Ou bien on peut se noyer dans le manuel, paniquer, tourner les pages en se disant « mais dans quelle situation je suis ?» Et en fait,
elle n'est pas là, elle n'existe pas. Donc ce que j'ai appris, personnellement, c'est que la meilleure manière, quand vous avez une crise ou un choc, c'est dans un premier temps d'accepter ce qui est. C'est la base. Ne pas être dans le déni, ou au moins pas très longtemps. Accepter cette situation qui se présente à vous que vous n'aviez pas prévue. Et puis laisser aller ce qui était. Vous aviez en tête un scénario, ça devait se dérouler comme ça. Eh bien, ce scénario, il faut le mettre derrière vous. Et enfin, avoir confiance dans ce qui sera, savoir qu'on a les ressources, qu'on est équipé de ses expériences, de sa créativité, de son agilité, et qu'on fera face à la crise. Et ça, ce n'est pas moi qui le dis, c'est Bouddha, 6 siècles avant Jésus-Christ, ce grand sage. Et face à l'imprévu, vous aurez toujours l'opportunité du changement. Quand, à 35 ans, on m'a appris que j'étais stérile, que je n'aurais pas d'enfant, que je n'ovulais plus, j'ai d'abord eu un choc, un déni, c'est pas possible, pas à mon âge, une colère, pourquoi moi? La peur que mon mari me quitte, par exemple. J'étais dans la tristesse, la dépression, j'étais dans cette attitude négative du choc qui tombait sur moi. Cette période, on peut la réduire avec l'expérience, la résilience qu'on développe, pour passer dans l'autre phase, celle de l'acceptation, de l'action. Alors on a pris les choses en main, on s'est dit qu'on allait adopter, et puis le destin est taquin. J'ai quand même eu un enfant avec mon ADN, Augustin, dont je suis si fière, suivi de 2 petits trublions jumeaux qui sont venus avec l'aide de la médecine. Et croyez-moi, être mère de 3 adolescents, c'est aussi faire face à beaucoup d'événements et de sentiments totalement imprévisibles. Je vois des mamans qui partagent. Et aujourd'hui, du coup, on m'avait dit stérile, et je suis détentrice d'une carte de famille nombreuse. Qui l'eût cru? Et face à ça, face à tous vos moments à vous, parce que ce n'est pas seulement l'humanitaire, c'est le personnel, c'est le professionnel, vous avez vos outils, vous avez votre vécu, vous avez votre résilience, votre agilité, et si vous ne l'avez pas, vous allez pouvoir le travailler. Et ça tombe bien, parce que face à nous, nous avons des défis immenses, aux conséquences potentiellement imprévisibles. D'abord, en tant que nation ou en tant que collectif de nations, nous allons peut-être faire face à une guerre qui ne sera pas à nos portes, mais sur notre territoire. C'est possible. Et c'est l'opportunité de quoi, une guerre? Le chaos, bien évidemment, mais aussi de rassembler les gens, de rassembler les nations et pourquoi pas de renforcer l'Europe. L'humanité est face, elle, au changement climatique. On ne peut pas dire qu'on ne le sait pas aujourd'hui. Quelle opportunité cela représente? D'une part, la fin de l'humanité, mais de l'autre, le changement profond de notre mode de vie, de production, consommation, pour se reconnecter à la nature, même si c'est difficile. L'individu est, lui, face à des ruptures technologiques qui peuvent changer nos vies individuelles. L'intelligence artificielle, les robots, je ne vais plus avoir d'emploi avec ça. C'est un outil de liberté potentielle, des travaux moins intéressants, plus difficiles, et c'est possible aussi que ce soit la faim et la misère de certaines personnes. Chaque situation vous donnera le choix du chaos et le choix de l'opportunité. En tant que société, nous faisons face à des inégalités frustrantes et aussi à la montée du fait religieux qui creuse des fossés entre les gens. Ça peut mener à la guerre civile, ça peut mener aussi à la construction d'une société de tolérance. Du moins, je nous le souhaite. Alors, sommes-nous prêts? Et si nous ne sommes pas prêts, il est temps de se préparer. C'est important, c'est crucial. Et comme le disait Albert Camus, la crise est l'occasion d'une réflexion sur l'essentiel. Merci.